La France compte aujourd'hui quelques 50 000 personnes porteuses de la trisomie 21 qui, comme tout à chacun, veulent aimer et être aimés. La preuve, s'il le fallait à l'instant, avec ce documentaire exclusif réalisé par Géraldine Levasseur et Marine Manas-Tirénaou, un film particulièrement touchant qui nous invite maintenant à nous interroger plus au-delà sur ce plateau de débat doc sur la vie affective et amoureuse des femmes et des hommes trisomiques. Nous allons le faire avec vous. Tout d'abord, Sophie Cluzel, bienvenue à vous. Vous êtes avec nous à double titre, puisque vous êtes à la fois ancienne secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. C'était entre 2017 et 2022. Et aussi, peut-être surtout, aujourd'hui, sur ce plateau, la mère de Julia, une jeune femme trisomique âgée aujourd'hui de 27 ans. On va revenir sur votre expérience après ce film et vous allez aussi nous parler, bien entendu, plus longuement de Julia. Samuel Alain Abitbol est également avec nous. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes acteur, vos fans sont nombreux. Très nombreux. On vous a notamment vu dans la série Un si grand soleil ou encore Plus belle la vie, dans des films aussi. Dans J'irai au bout de mes rêves, dans Meurtre en Pécatard. Là, le tout premier qui est sur Netflix aussi, qui s'appelle Veuillez nous excuser avec Artus. Donc. Vous dansez, vous chantez, vous jouez. Beaucoup, ouais. Vous détenez toute la gamme d'un acteur, d'un artiste. Oui. Et ça, vous voulez absolument le préciser à chaque fois. Oui, je le précise, oui. Parce que c'est important pour moi. Donc, oui. Parce que ça montre que malgré que pour les gens en situation de handicap, qu'eux aussi, qu'ils peuvent aussi le faire. Bien sûr. Donc, dans tout ce que j'ai fait de ma vie, même aussi, parce que moi, je suis très bien aussi... entouré aussi de ma famille, de mes amis, dans tout ça. Et du coup, je trouve qu'eux aussi qui peuvent le faire. Vous avez 26 ans aujourd'hui. Oui. Et, je l'ai lu quelque part, vous êtes aujourd'hui à la recherche de l'amour. On y reviendra tout à l'heure. Oui. On y reviendra. Et puis enfin, avec nous, Marie-Laure Dupin. Bienvenue à vous. Vous êtes formatrice dans le cadre d'une collaboration avec l'association Trisomie 21 France, où vous sensibilisez les personnes porteuses de trisomie 21 à la sexualité, à la vie privée aussi, à travers un programme baptisé Mes Amours. Et vous êtes par ailleurs la mère d'un jeune homme trisomique. Quel est son prénom? Il s'appelle Melchior. Et il a quel âge? 19 ans. 19 ans. Et à 19 ans, sans doute, pense-t-on déjà, bien évidemment, à l'amour. On en dira un mot aussi avec la mère que vous êtes. Sophie Cluzel, on a évoqué donc le cas de plusieurs couples, 3 couples dans ce documentaire. Julia, aujourd'hui à 27 ans, est-ce qu'il est aussi question de se mettre en couple? Est-elle déjà en couple aujourd'hui? Alors d'abord, quand je réalisais, je comptais, mais Julia, elle a 29 ans maintenant. C'est vrai. 29 ans. 29 ans. Donc Julia, elle est très autonome. Elle a une vie de jeune femme très accomplie. Elle travaille au Café Joyeux, au sein du Crédit Agricole, cafétéria d'entreprise, qui ont été montées par les Cafés Joyeux. Et je salue l'engagement des entreprises là-dessus. Elle vit en coloc, pas très loin de Montrouge. Elle vit en coloc à Malakoff, une coloc de 6 jeunes en situation de handicap, qui ont envie justement d'être chez eux. Ils sont dans le droit commun, ils sont locataires, grâce à l'association Club des 6, qui a développé cet habitat inclusif que moi-même j'avais beaucoup porté. Et puis elle est amoureuse parce que son petit ami vit avec elle, travaille aussi avec elle. Donc oui, Julia est une jeune femme très épanouie, bien accompagnée. Et donc, dans cette colocation, ce jeune homme est arrivé, Alors, il est arrivé au sein un peu de cette après, colocation voilà. un peu après? Oui, ça fait presque 3 ans qu'elle est en coloc. Benjamin est arrivé 1 an après. Ils vivent ensemble. Voilà. Il a fallu revoir un peu les règles de la communauté, justement, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils sont 6 colocs, plus un service d'accompagnement. Mais je dirais que ça se passe très bien. Elle est très épanouie, elle est très amoureuse. Il est très amoureux. Et donc, que de rêver de mieux quand on est parent, de voir justement ces jeunes enfants. Julia, c'est la 4e. Mes 3 autres grands enfants aussi vivent à droite, à gauche, ont leur vie, et Julia a sa propre vie. Et c'est ça qu'on cherche quand on est parent. Alors attention, elle est bien accompagnée. Il ne s'agit pas de faire croire que tout va bien, dans le meilleur des mondes, tout seul, etc. Non. C'est ce qu'on ressent aussi dans ce film, à travers les 3 couples que nous avons... Les parents ont un rôle énorme découvert. Encore à jouer, les associations, mais on y reviendra.
Mais voilà, bien accompagné, on peut être autonome, et c'est ça que Samuel porte dans sa carrière, mais ça ne se fait pas tout seul. On est encore extrêmement présents, nous les parents. Parmi les couples que nous avons découverts dans ce documentaire, il en est un que vous connaissez. C'est Victoire et Élise. Victor, Élise, et Ouais. aussi Pierre, et aussi Kevin. Kevin. Ouais. Vous les avez rencontrés où? Bon, moi, je suis rencontré à Aix-en-Provence. Ouais. Ils vous ont parlé de leur histoire, de leurs amours, de leurs relations avec leurs compagnons ou leurs compagnes? Après, de Victor et de Élise, oui, ils m'ont un peu raconté leur histoire, oui, c'est vrai. Ouais. Victor et Élise qui se marient à la fin de Oui, ce documentaire. Formidable. Et il y en a très peu en France. Bah oui, c'est vrai. 2% de la population concernée C'est clair. se marie seulement. Vous les enviez d'une certaine manière, Samuel? Victor et Élise? Non, pas forcément. Non? Moi, parce que moi, en fait, moi, je les aime bien. C'est comme si c'était mes amis. Donc oui, c'est mes amis. Ouais. Et j'aimerais bien porter aussi ce message pour eux aussi. Que ne t'inquiète pas, Victor, je vais peut-être enfin avoir une amoureuse aussi. Voilà. Je vais enfin aussi me marier aussi. Ouais, parce que c'est un sujet pour vous peut-être de Oui. rencontrer l'amour C'est aujourd'hui. important, oui. Ouais. Oui. Ouais. C'est une question qui commence à évoluer chez vous. Vous commencez à y penser sérieusement. Sérieusement, oui. Déjà, je commence à y penser sérieusement. Et ce que je me dis, c'est maintenant, il faut s'y mettre. Maintenant, oui, il faut s'y mettre. Parce que comme ça, moi, j'aimerais bien aussi rendre aussi heureuse ma princesse, ma mère, donc, ma reine. Et surtout, moi d'abord, aussi, que je sois heureux. En fait, C'est ça votre se princesse, discute pas, votre en fait. mère. Ouais. ça se discute pas. En fait, je pense qu'il faut aussi... en fait, voilà, on revient sur Sophie. En fait, là où que tu as raison, c'est que même si c'est les parents ou les mamans, des fois qui ne sont pas heureux pour leur enfant, ils veulent que du bien, en fait. Ça me porte comme un conseil, du coup. Mhm. Et maintenant, plus j'apprends leurs conseils, plus j'apprends des conseils aussi de mon entourage aussi, de mes amis, de mes grands-parents, et plus en plus je grandis. Voilà. Et aussi, par rapport aux mamans, c'est vrai qu'il faut avoir plus aussi de l'autonomie aussi sur nous et surtout aussi sur ma femme, si Dieu veut, si elle m'écoute. Si je suis heureux, bah, je pense que si maman aussi, elle sera heureuse aussi. Toutes les mamans, c'est des princesses et c'est des reines, parce que c'est grâce aussi à eux aussi. Ouais. Les mamans sont des princesses et des reines. Oui. Merci, Ces conseils, justement, c'est votre métier de les donner à la population concernée aujourd'hui, aux Oui. parents, j'imagine aussi, oui. bien entendu, aux mères qui sont des princesses, Oui, souvent, aussi. aux yeux des enfants. Nous avons découvert dans son film. Quels sont les principaux conseils en matière de vie affective et amoureuse que vous commencez à prodiguer lorsque des parents et des jeunes viennent vous voir? Pour réagir sur ce que vient de dire Samuel, c'est vrai que parfois, les familles, les mamans sont des reines et des princesses. Des fois, ça peut être aussi des reines-mères, en ce sens où elles aiment bien contrôler, protéger. Et elles laissent peut-être pas suffisamment de place à ce qui peut être l'autodétermination des personnes avec une trisomie 21. Et la fameuse autonomie indispensable Voilà. pour entrer dans une vie affective, une vie amoureuse. Tout à fait. Et ça, c'est pas facile parce que on a peur pour son enfant, peut-être plus encore quand celui-ci est en situation de handicap. Et pour le protéger, peut-être qu'on va freiner un peu cette vie affective. Ça serait la dérive. Donc, j'attire la vigilance Donc le des premier familles. conseil que vous donnez aux parents et Ouais. priorité aux mères, hein, Oui. c'est celui-là. C'est de faciliter l'autonomie pour son enfant. C'est ça. À travers des structures spécialisées. On l'a vu dans ce film. Oui. Essentiellement. Non, pas forcément, parce qu'il y a aussi le milieu ordinaire. Oui. Et je pense que aller vers le milieu ordinaire, en étant bien accompagné, c'est quelque chose qui est vraiment à leur portée.
Le milieu ordinaire, vous avez raison, à 200%. Les personnes trisomiques, qu'est-ce qu'elles demandent? Elles demandent de pouvoir vivre, travailler, aimer, se cultiver, faire du sport au milieu des autres. C'est vraiment leur... Faire des activités aussi, faire aussi, Voilà. aller par exemple, aller danser, Aller aussi, danser, aller chanter. aller exactement. chanter, aller aussi apprendre aussi à lire, apprendre à écrire, parce qu'il y a certains qui ne savent pas écrire et qui ne savent pas lire. Alors c'est pour ça que moi... J'ai oublié de le préciser lorsque je vous ai présenté, Samuel. Vous êtes la première personne porteuse de trisomie 21 à avoir obtenu son bac général. Oui, mon bac oui, je l'ai réussi et haut la main avec la certification niveau bac. Et cette certification niveau bac, j'aimerais bien à dédier à tous les gens en situation de handicap. Donc, parce que c'est très pas... Je voudrais juste finir là où qui ont raison Sophie et Marie-Laure. Dans le milieu ordinaire, c'est bien d'aller dans le milieu ordinaire. Moi, par exemple, on peut aussi aller vers les gens. Il faut oser la rencontre, justement. Et il faut des structures pour ça. Oui. Hein, pour Alors en aller fait, vers il les faut gens, des hein, services pour d'accompagnement. Je préférerais prendre le mot de service d'accompagnement parce qu'ils se déplacent là où vivent les gens et là où les personnes trisomiques ont envie de vivre. Donc c'est ça qui est important. C'est que ces accompagnateurs, ils travaillent à cette autonomie et puis suivent la personne là où elle a envie d'aller. Certains ont encore besoin d'être accompagnés dans les transports, on va y travailler. Certains ont besoin d'être accompagnés pour aller à leur boulot ou pour aller faire une sortie conviviale. Donc voilà. Et puis d'autres non. Donc c'est vraiment une variable d'ajustement qu'il faut mettre selon le besoin et le projet de la personne. Donc c'est pour ça que les stimulation services... permanente qui permet à ces jeunes d'avancer. Oui, en fait, c'est des garde-fous. C'est des garde-fous. On lit souvent sur ce sujet. Et vous dites, ma fille a eu la chance de bénéficier d'une forme de stimulation permanente. Déjà, elle a été à l'école, au collège, au lycée, parce que voilà, je me suis battue pour cette scolarisation en milieu ordinaire. Et je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire apprendre au milieu des autres à son rythme. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on devient autonome. C'est quand on a envie, justement, de partager les choses ensemble. Et cette frilosité évoquée à l'instant de la part de certaines mamans, en particulier, vous l'avez vous aussi ressenti au travers des personnes que vous avez pu rencontrer? Souvent, on est frileux, on se dit, on a un peu peur, on a toujours quand même un peu peur. Voilà. Donc moi je rassure les parents, d'abord vous n'êtes pas seuls, vous êtes avec des associations qui peuvent justement vous rassurer sur le fait que votre jeune, il ne va pas être seul, mais osez, comme le dit très justement, osez écouter l'envie de vos jeunes. Osez écouter l'envie de y aller, c'est ça le fait. Voilà. D'y aller, oser la rencontre, de beaucoup parler aussi de leur vie. Si je peux rajouter aussi, oser vous servir d'intermédiaire, justement comme Marie-Laure. C'est pour ça que la vie sexuelle intime et surtout sexuelle, on n'en parle pas tellement avec nos jeunes non en situation de handicap, nos jeunes ados qui grandissent, qui l'apprennent tout seuls. Il faut s'assurer que nos jeunes en situation de handicap, ils n'ont pas envie de parler avec leur maman ou leur papa de ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'un tiers est important. Parce que malgré tout, il faut expliquer. Il faut expliquer pour une jeune femme ce que veut dire un examen gynécologique, son suivi gynécologique, la contraception. Il faut expliquer ce que c'est que le rapport sexuel. Ce n'est pas aux parents de le faire. Non. On ne le fait pas avec nos autres enfants. Donc posons-nous les bonnes questions et appuyons-nous sur les professionnels comme Marie-Laure qui peut faire justement cette intermédiation. Alors, je vais vous donner tout de suite la parole pour aller au-delà de ce qui vient d'être dit. Mais après cet extrait, c'est l'affection en public. Et c'est Dominique, la mère de Pierre Laurent, qui s'exprime. La vie affective, pas de retenue. Hein. Même des fois, il faut leur dire hop, ça c'est du privé, donc voilà. Et non, ils sont à nos filtres. Hein. Si ça me gêne, pour moi, non. Mais des fois, les autres, oui, qui regardent comme ça. Donc, il faut aussi leur dire que dans la société, il y a des codes, qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, s'exhiber de partout, voilà. Oh, la vie affective, hop, c'est du privé, hein, dit la mère de Pierre Laurent, Dominique. Oui, parce que, il y a la tentation de la montrer à tout le monde, cette affection, cet amour. Moi, ça fait partie des conseils, je crois, que vous donnez tout à fait. Aux jeunes que vous rencontrez. Les jeunes avec une déficience intellectuelle, comme les autres jeunes, ils ont besoin aussi d'un apprentissage, de savoir ce qui se fait pas en public, ce qui relève de l'intime
ou ce qui peut être public. Et pour ça, moi, je crois très fort à cette idée qu'on peut les faire grandir en compétences, en particulier les compétences psychosociales, comme tout un chacun. Et pour ça, ils devraient avoir droit à de la formation, la formation sur la vie affective et sexuelle aussi, mais pas que. Et la formation sur s'exprimer en public, comme on voit Samuel qui est très à l'aise et d'autres qui sont à l'aise. Et même ceux qui sont moins à l'aise avec la langue, il y a plein de moyens d'entrer en communication et en réflexion. Et ça se travaille. Il y a des moyens propres à la population qui nous intéresse, justement, de ce point de vue-là. C'est ce qu'on croit comprendre, après avoir vu ce film. Il y a certaines techniques, comme par exemple le FALC, ça veut dire facile à lire et à comprendre. C'est s'exprimer à l'oral et à l'écrit de façon claire, concise, avec des mots simples, des phrases courtes, qui permettent que tout le monde comprenne. Et ça, les professionnels se forment et sont amenés à se former de plus en plus pour pouvoir adapter leur discours et leurs propos aux personnes avec une trisomie 21. Là où que je rejoins Marie-Laure, c'est que aussi il y a il y a aussi des orthophonistes aussi. Oui. Moi j'étais dans des orthophonistes. Là où j'ai un petit problème sur ça aussi qu'il faudrait m'en parler, c'est aussi l'argent. Parce que des fois, nous, les trisomiques, par exemple, on n'a pas la notion d'argent. Aussi. Donc c'est vrai, là où elle a raison aussi, Marie-Laure, c'est qu'il faut aussi réapprendre à comment parler, parce que moi, c'est mon métier aussi, à comment parler, par exemple, comment articuler, l'articulation surtout, et surtout aussi, par exemple, quand je vais... Qu'on part par exemple dans des restaurants, par exemple, où comment ils comprennent bien comment on peut parler, comment on peut mettre bien... Ça va être une composante importante de l'autonomie, de l'autodétermination. Et puis pour renforcer ce que nous, on appelle dans notre jargon, peut-être un peu, mais le pouvoir d'agir. Pour leur donner augmenter ce pouvoir d'agir, il faut qu'ils puissent être en relation avec d'autres, pas simplement avec des gens avec un handicap, avec tout un chacun. Pour tous, quoi. Ouais. Lorsqu'on est dans l'intimité d'un couple porteur de la trisomie 21, elle se caractérise comment d'abord l'affection, l'amour? Par des paroles? Par des câlins? Par des relations sexuelles, comme tout un chacun? Je crois que c'est très varié, comme pour tout un chacun. Ouais. Et effectivement, on voit une mère qui s'interroge beaucoup sur ce qui se passe dans cette chambre que sa fille partage avec son compagnon. C'est vrai que longtemps, on a pensé que les personnes avec une déficience intellectuelle, c'était comme des enfants. Et puis donc que leur sexualité, ça devait être comme des enfants. Ça devait être pratiquement inexistant. Alors que ce n'est pas le cas. Les personnes... avec une trisomie 21, bien sûr, elles ont des hormones, elles ont un développement à la puberté, comme tout un chacun, et elles ont des pulsions sexuelles qui ont été peut-être niées. Et les prendre en compte, c'est pas toujours facile. On se dit, bon, ils vont être ensemble dans la chambre juste pour se faire des câlins, ça n'ira pas au-delà. Après, se posent toutes les questions autour, ma sexualité, ça regarde qui d'autre que moi? Donc, est-ce que ça regarde mes parents? Est-ce que ça regarde mon éducateur? Est-ce que ça regarde mon partenaire, par exemple? Je ne donne pas les réponses, mais il faut se poser ces questions. Est-ce que vous êtes demandeuse de réponses, justement, concernant ce qu'est la vie privée, la vie intime de votre fille? Alors, c'est compliqué d'en parler, évidemment, peut-être directement, mais via un tiers, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, en fait... Est-ce que c'est une question qui vous intéresse, tout de même? De toute façon, à partir du moment où ils habitaient ensemble et dormaient dans la même chambre, bien sûr que vous vous posez des questions comme tout un chacun. Mais ce qu'il y a aussi, et Marie-Laure l'a très bien dit, ça a été longtemps tabou, la sexualité des personnes avec une trisomie 21. Non. Pourquoi? Parce que derrière, quand même, aussi, on a la peur aussi de la grossesse, donc de l'enfant, etc. Et qui pourra s'en occuper? Ce sont des questions qui sont extrêmement
compliqué pour les parents de se projeter. Et puis après, il y aura, comme ça a été abordé aussi, la peur de quand on sera plus là, qu'est-ce qui se passera. Donc c'est, voilà, comment je travaille l'autonomie de mon enfant, de mon jeune, comment je lui permets d'avoir cette vie affective, intime, sexuelle, la sienne, mais comment je m'assure vraiment que, eh bien, elle est bien informée, que sa contraception est bien prise, que son partenaire a bien conscience aussi de sa vulnérabilité parfois. Comment est-ce que le consentement aussi est là et il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'emprise. Les mêmes sujets qu'on se pose pour tout un chacun. Il n'y a pas de particularité, si ce n'est de s'assurer que la personne a bien compris. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est que voilà, est-ce que Répéter. Julie a bien compris les engagements? Et c'est ça, en permanence, qu'on essaie de vérifier avec mon mari, avec ses frères et sœurs, mais en parlant simplement. Et je pense que parfois, il faut un tiers, un psychologue ou un assistant, un formateur, mais il y en a très peu. Il faut dire ce qu'il dit. Il y a très peu de personnes qui savent parler de la sexualité ou de la vie intime des personnes avec une déficience intellectuelle. Donc, comment s'assurer que l'éducateur ou l'accompagnateur a bien compris les objets? La formation, elle est très, très peu développée. Hein. C'est vrai. Alors moi, si je peux poser une petite question à toi, Sophie, et aussi à Marie-Laure. Est-ce que vous avez vos parents, par exemple, ta maman ou votre maman, Oui. est-ce qu'ils ont leur mamie ou leur papy? Alors, je veux dire, est-ce que, par exemple, Julia a ses grands-parents encore? Oui, Non, malheureusement, elle n'a plus ses grands-parents. Donc, d'accord. Alors, après, c'est vrai que des mais fois... tu as raison, parfois, c'est Oui. un bon... Parce que des fois, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai. Mm. Mais par exemple, moi j'ai des grands-parents à la maison et j'en parle avec mes grands-parents. Moi, Ah ouais, mais je ouais. ne parle pas avec ma mère, je ne parle pas avec mon grand-père. Mais là où je parle avec maman, adultes. c'est plutôt, par exemple, l'autonomie. Mais par exemple, pour tout ce qui est sexualité, par exemple, j'en parle beaucoup avec ma grand-mère. Je parle beaucoup avec mon grand-père parce que je suis très fusionnel avec eux. Et du coup, on parle avec eux. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a plein de gens en situation de handicap, c'est compliqué d'en parler. Mais pour ça, il faut aussi parler avec un psychologue. Comme moi, j'ai aussi parlé aussi avec un psychologue. Je trouve que c'est important aussi d'en parler. Même si c'est compliqué, il faut aussi comprendre aussi, nous aussi. Vous vouliez rajouter quelque Oui, chose? je voulais rajouter par rapport à ce que disait Sophie tout à l'heure sur la formation. Ouais. Avec la Fédération Trisomie 21 France, on a accompagné un projet donc, qui s'appelle Mes Amours. Alors, j'ai le programme, les thèmes abordés lors Oui. de votre formation. Le corps des femmes et le corps des hommes, le plaisir, la sexualité, les droits et les interdits, Tout à fait. les émotions, les différentes relations, les différents choix. Ouais. Voilà, ce qui est au programme. La santé sexuelle, il y a plein de... Ouais. Sur quel thème de ces thèmes vous êtes le plus interrogé par les porteurs de trisomie 21 ou leurs parents? C'est beaucoup, curieusement ou pas, hein, je pense que ça rejoint la préoccupation générale de personnes sans trisomie aussi, c'est la rencontre. La rencontre. Comment rencontrer son âme sœur, comment la trouver. Pour ça, il faut oser. Il faut oser, il faut avoir des occasions, comme Samuel le disait tout à l'heure, hein, vous le disiez tout à l'heure, aller par exemple faire du sport, ou aller faire des activités ou des sorties culturelles, ou danser. Ou, Ou aller lire, par exemple, aller dans une bibliothèque pour apprendre aussi. Il y a aussi des livres aussi, parce que moi je lis beaucoup, pour se marquer en plus, sur les livres comme ça. Hein. Apprendre pour les nuls. Voilà, Ouais, ça. et ça, c'est bien, ça, c'est accessible. Moi, je n'ai beaucoup lu ça, et c'est comme ça que j'ai progressé. Qui n'importe quel sujet les rend accessibles, compréhensibles par tous. Ouais. Ouais. En fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, que ce soit nous, les trisomies, ou les gens en général, on a tous des besoins. Alors, Sophie Cluzel, il y a deux sujets primordiaux, et vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, qui préoccupent les parents que nous avons vus dans le film que nous avons vu ensemble. 1, la contraception. 2, que va devenir mon enfant si je suis amené, moi et mon mari, peut-être, à disparaître. Voilà, ce sont les deux angoisses des parents qui ressortent essentiellement dans ce film. J'imagine que vous les avez ressentis vous aussi. La contraception, c'est quelque chose que vous avez souhaité aborder directement avec votre fille? Ah oui, tout de suite. Julia, elle est sous pilule, mais dans le film, on voyait une maman qui dit qu'il y avait une ligature des trompes. Enfin voilà, on souhaite vraiment que ce sujet, même si les jeunes en parlent, eh bien, soit quand même extrêmement, je veux dire, protégé, hein, parce que
qu'adviendra-t-il si jamais voilà, Julia est enceinte? Enfin, ça serait très, très, très compliqué à gérer. Donc, je pense que leur propre vie est encore compliquée dans ce milieu ordinaire. Et elle a une vie extrêmement heureuse et épanouie. Et donc, je pense que je lui dis souvent, déjà, occupe-toi de toi, de ton projet professionnel, de ta vie, de ta coloc, de tes envies. Et puis, bon, elle a des frères et sœurs qui n'ont pas encore d'enfants, etc. Ce n'est pas un sujet qui a été extrêmement abordé, mais par contre, la contraception, oui, on l'a abordé tout de suite avec elle. Et puis, en effet, que se passera-t-il quand on ne sera plus là? Bon, ça, c'est une angoisse permanente. Donc, c'est pour ça que... Alors là, c'était avec ma casquette de ministre. Oui. J'ai voulu qu'on bâtisse et qu'on solidifie les politiques publiques d'accompagnement. L'habitat inclusif, il y a l'aide à la vie partagée avec un coordonnateur, avec un service d'accompagnement qui sont financés. Bien sûr, mais Julia, elle peut avoir envie de changer de colocation, etc. Donc, on ne sait pas tous les aléas. Elle a la chance d'être la 4e d'une fratrie, ça aussi, c'est important. Autrement dit, ses frères et sœurs Oui, ses frères et sont là, sœurs sont très le cas échéant. bienveillants, très accompagnants, mais je ne voudrais pas que ça pèse sur eux. Mais c'est un sujet énorme. C'est comment on s'assure, financièrement, mais surtout d'accompagnement. C'est un sujet de société, c'est un sujet de politique publique, s'assurer vraiment que les personnes ne seront jamais seules si elles en ont besoin. Votre vie de couple, votre future vie de couple, Oui. puisque vous y Oui. pensez, vous nous l'avez Oui. dit, ça Oui. commence à avancer un Oui. petit peu, cette réflexion. Ah, oui. Vous la voudriez comment? Vous la rêvez comment, Moi, cette vie de couple alors, moi, finalement déjà, juste revenir sur un sujet avec Sophie, juste vous poser une petite question. C'est très important. C'est très important pour vous. Est-ce que par exemple, si un jour votre fille est enceinte, est-ce que vous êtes heureuse ou pas? On sera très préoccupés. Parce que Julia, elle a déjà du mal à s'occuper, tu l'as dit très justement, Oui. pour gérer son argent, Il y a pour aussi ses gérer frères sa vie aussi sociale. qui sont là. Oui, mais elle a déjà du mal, c'est ce que, et elle le reconnaît, qu'elle Oui, a oui, du mal tous les jours, c'est pas simple. Mais Écoute, ça- on fait tout en sorte pour que, pour l'instant, ça n'arrive pas, parce que une grossesse, il faut qu'elle soit désirée, Oui. donc ça c'est aussi important. Le désir d'enfant, ça se retravaille plus tard. Pour l'instant, elle est focalisée sur son couple, Oui. sur sa vie, elle est joyeuse, elle a envie de sortir et tout. Donc je dis tout ça, tu vois. C'est parce que justement, tu es libre de ta vie aujourd'hui et de choisir ta vie. D'accord. Mais je peux juste vous poser deux, trois questions pour vous, parce que je pense que vous êtes aussi... C'est très important aussi qu'on se pose aussi la question... Vous la posez Ouais, la si- question de savoir Moi, si, oui, si je me un pose- jour vous pourriez avoir Oui. des, ou pas Oui. des enfants, j'imagine. Moi, je serais heureux d'avoir des enfants. Oui. De toute façon, moi, je ne parle beaucoup avec maman. Et elle sera très heureuse, même si ma femme elle est enceinte. Il faut d'abord avoir sa femme. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai, quand vous me demandiez tout à l'heure quelles étaient les questions qui venaient, il y a beaucoup cette question-là. Ouais. Le désir d'enfant, il est présent Oui. chez les personnes avec une trisomie 21. Et la parentalité des personnes avec un handicap, c'est vrai qu'elle est compliquée, comme nous le disait Sophie, mais elle n'est pas impossible. Longtemps, on a pensé que ces personnes-là, elles étaient stériles ou on préférait pas le savoir. En fait, elles ne sont pas du tout stériles. Elles peuvent avoir des enfants. Il y a un exemple qui est assez connu où un couple avec une personne avec une trisomie 21, c'est le papa, et une personne sans trisomie 21 mais avec une autre déficience intellectuelle, ils ont eu un enfant, ils l'ont élevé, c'était pas en France, ils l'ont élevé, etc. Et cette personne a fait des études, est devenue dentiste et témoigne de l'amour que lui ont donné ses parents et à quel point ils lui ont permis de grandir, etc. Samuel, vous vouliez parler de votre frère, parce Oui. que vous avez un frère. Oui, j'ai un frère qui s'appelle Gabriel maintenant. Il s'appelle Gabriel et il a 8 ans. Et un jour, mon père a posé une question à mon petit frère Oui. qui a 8 ans. Il a dit, moi je suis fier d'avoir un frère très unique. Et j'espère quand il y aura des enfants, je serai là. Et c'est là qu'il a dit, de toute façon, mon frère et moi, on est le sang. Mhm. Et on est liés. Et ça se voit qu'il a envie d'aller encore plus loin, d'aller pour ses rêves. Alors malgré tout, les chiffres sont là. Il n'y a que 2% parmi cette population des porteurs de trisomie 21 qui se marient au bout du compte. Alors c'était le cas d'un couple qu'on a eu l'occasion de suivre dans ce film. On l'explique comment
Le mariage, c'est pas ce non chiffre. plus Est-ce l'aboutissement que c'est un pour la aboutissement population dite valide. Donc, l'important, c'est de s'aimer. S'ils ont envie de se marier, ils se marient. S'ils n'ont pas envie de se marier, ils ne se marient pas. C'est eux qui choisissent. C'est ça l'important. J'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de fiançailles que de mariages. Les fiançailles, visiblement, c'est bien accepté du côté des parents et évidemment très désiré par les amoureux. C'est le cas, d'après ce que vous observez. Il y a beaucoup d'enfants fiancés. C'est difficile à dire, je pense pas plus que Non, pas dans plus le que milieu ça. ordinaire. Ils ont envie d'être en couple, c'est sûr. Oui. Hein, ouais. Le mariage fait rêver, la robe, etc. Peut-être encore un peu plus l'idée de la princesse, tout ça, c'est vrai que ça parle. Mais Et ça, on peut l'offrir, Oui, on peut bien l'offrir. entendu, à ses parents. Samuel, c'est la fin. Je crois que vous souhaitiez passer un message. C'est le juste, moment. je vais passer un Il nous reste message. très peu de temps. Allez-y, Ok. Samuel. Alors, déjà, je vais te dire, je vais passer un petit message. La vie est trop courte pour être petite. Voilà. Et surtout, allez au bout de vos rêves. Un grand merci à tous les trois, vraiment, d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, après ce documentaire exclusif que nous vous proposions dans ce débat doc. Merci aussi à Félicité Gavalda, Victoria Bellé, qui m'ont aidé, comme à l'accoutumée, à préparer cette émission. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc. Eh bien, vous pourrez réagir, vous aussi, bien entendu. Oui, Parce que aussi. ce seront les réactions à la suite de cette émission, Samuel notamment. Et je vais Et puis dire- vos fans vont réagir, c'est sûr. Certains. Forcément. Eh Je oui. vais te dire un petit truc sur mon père aussi. Oui, rapidement. Papa, si tu me vois, je t'aime. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé des mamans, et sans Oui. doute pas assez des papas. Voilà. dans cette Papa, émission. je t'aime. Et voilà. C'est dit, Samuel. Et puis, je vous donne tout simplement rendez-vous pour un prochain débat doc. Et ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.